L'Amérique latine, un continent au potentiel immense, et pourtant qui semble toujours chercher sa place sur l'échiquier mondial. Alors, on peut se demander comment se fait-il que cette région, si riche en histoire, en culture, en ressources, reste aussi fragmentée? Pour comprendre, il faut remonter le temps. On est en 1826. Simón Bolívar, l'une des plus grandes figures de l'indépendance, portait un rêve immense, celui d'unir ce continent en une seule et grande nation. C'était il y a presque 2 siècles. Sauf que voilà, aujourd'hui on est bien loin de ce rêve. Les grandes organisations régionales qui devaient porter ce projet sont pour la plupart à l'arrêt, et politiquement, le continent reste un ensemble de pièces éparpillées. La question est donc simple. Que s'est-il passé? Pourquoi cette grande vision de l'unité semble-t-elle encore aujourd'hui si difficile à atteindre? Alors pour y voir plus clair, il faut d'abord regarder l'histoire de cette intégration. Et franchement, ça ressemble à un vrai puzzle, un enchevêtrement d'alliances et d'objectifs qui n'ont pas arrêté de changer au fil du temps. En fait, l'idée d'intégration a toujours été là, mais sa logique a fait des allers-retours incessants, un peu comme un pendule. Dans les années 60, la priorité c'était de se protéger économiquement. Puis, virage à 180 degrés dans les années 90, c'est la grande vague du libre-échange. Arrivent les années 2000, nouveau changement de cap. Avec le virage à gauche, l'intégration se veut plus politique. Bref, chaque époque a eu sa vision, ce qui a empêché de construire un projet vraiment stable sur le long terme. Mais ces changements de cap ne sont qu'une partie de l'explication. Très souvent, les obstacles les plus importants à cette unité viennent de l'intérieur même du continent. Il y a d'abord les vieilles cicatrices de l'histoire. Le continent est parcouru par de nombreux et anciens conflits frontaliers. Et même quand ils sont réglés sur le papier, ils laissent des tensions diplomatiques qui peuvent ressurgir à tout moment. L'exemple le plus marquant, c'est sans doute celui de la Bolivie, qui a perdu son accès à la mer au profit du Chili il y a plus d'1 siècle. C'est une blessure nationale tellement profonde que l'affaire a été portée devant la Cour internationale de justice aussi récemment qu'en 2018. Et les problèmes ne s'arrêtent pas aux frontières. Il y a aussi les conflits internes qui débordent chez les voisins, les crises migratoires qui déstabilisent des régions entières et puis, un problème très concret, le manque criant de routes, de ponts, de chemins de fer pour connecter les pays entre eux. La question se pose, comment s'unir politiquement si on ne peut même pas se relier physiquement? Parlons économie maintenant, parce que là aussi, la région a une sorte de double visage. D'un côté, il y a l'économie légale, officielle, très dépendante de l'exportation de matières premières, et de l'autre, il y a une économie souterraine extrêmement puissante, incarnée par le trafic de drogue, qui fragilise et déstabilise des États entiers. Et même, du côté de l'économie légale, il y a une tendance de fond, ce que les experts appellent la reprimarisation. En clair, ça veut dire que les économies de la région dépendent de plus en plus de la vente de leurs ressources naturelles brutes. Ça les rend évidemment très vulnérables aux montagnes russes des marchés mondiaux. Toute cette fragmentation, évidemment, ça rend le continent plus sensible aux influences extérieures. Et il y a 2 géants qui pèsent lourd dans la balance. Commençons par le voisin américain, avec qui l'histoire est pour le moins complexe. Il y a cette célèbre phrase qui résume parfaitement ce sentiment. Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Tout est dit sur cette impression d'être dans l'ombre d'un voisin surpuissant. Et il faut dire que tout au long du XXe siècle, les interventions américaines, qu'elles soient directes ou indirectes, ont été une constante. Ça a forgé une relation faite à la fois de dépendance et d'une profonde méfiance qui est encore bien présente aujourd'hui. Aujourd'hui, cette influence a aussi une facette économique majeure. Le lien est énorme, ne serait-ce qu'à travers l'argent envoyé par les migrants à leurs familles. On parle de plus de 65 milliards de dollars en une seule année. C'est absolument colossal. Et pour certains pays, cet argent, qu'on appelle les remessas, ce n'est pas juste un petit plus, c'est une véritable perfusion économique. Pour Haïti ou le Honduras, par exemple, ça représente plus d'1/5 de toute la richesse nationale. C'est tout simplement vital. Mais au XXIe siècle, un autre acteur a fait une entrée fracassante sur la scène latino-américaine. Cet acteur, c'est la Chine. En l'espace de 2 décennies à peine, les échanges et les investissements chinois ont tout simplement explosé. Ça a complètement rebattu les cartes et redessiné le paysage économique de tout le continent. Mais attention, il faut bien comprendre la nature de cette nouvelle relation. Elle est profondément déséquilibrée. En gros, l'Amérique latine exporte vers la Chine ses matières premières brutes, du soja, du fer, du pétrole, et en retour, elle importe de Chine des produits finis, manufacturés. Cette dynamique ne fait qu'amplifier le phénomène de reprimarisation dont on parlait. Chaque pays devient ultra dépendant d'une seule ressource pour son commerce avec la Chine. Le cas de l'Équateur est extrême. 94% de ses exportations vers la Chine, c'est uniquement du pétrole. Au final, l'Amérique latine est donc à la croisée des chemins, tiraillée entre ses divisions internes, l'influence historique des États-Unis et la nouvelle puissance économique chinoise. Alors la question reste ouverte. Le continent continuera-t-il à être un ensemble de nations fragmentées, un simple fournisseur de ressources pour les grands de ce monde, ou trouvera-t-il enfin la voie de l'unité pour devenir un acteur à part entière sur la scène mondiale ?